Soit M. Issaka Sourouema, communicateur et socio-anthropologue. Bonsoir M. Sourouema. Oui, bonsoir M. Ouedraogo. Et merci de passer sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Alors M. Sourouema, vous êtes titulaire d'une licence en sociologie de l'éducation obtenue en 1984 à l'université de Ouagadougou. Déjà, on s'arrête là, M. Sourouema, début des années 80, donc le jeune Issaka Sourouema décroche son bac. Et pourquoi vous choisissez précisément de faire sociologie au moment où peut-être certains de vos camarades rêvaient plutôt de la robe en allant en droit ou d'économie ou en tout cas autre chose de plus concret? Pourquoi la sociologie? Oui, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier de me recevoir à cette édition de l'émission Sur la Brèche. Mais je dois, avant de continuer, me demander de nous deux qui est sur la défensive. En tout cas, ce n'est pas moi. Je suis à la maison. Disons que c'est plutôt une conversation. C'est une conversation. Vous êtes chez vous de toute façon, vous allez revenir. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup. Il faut dire qu'en 1981, année de l'obtention de mon baccalauréat série A4, nous avions au préalable été contactés et réunis par la direction de l'orientation et des bourses à l'époque pour nous expliquer en fait les débouchés qui pouvaient s'offrir à nous. Et donc, quand on a effectivement expliqué en quoi consistait la sociologie et les études en la matière, deux autres camarades et moi, dont une fille, on a estimé que c'était une bonne chose, en tout cas pour nous, parce que la sociologie nous permettait en fait de connaître les mécanismes de fonctionnement de nos sociétés, que nous connaissions d'ailleurs insuffisamment, parce que le cursus scolaire ne nous a pas permis de le savoir, et également au niveau de l'Occident, ce n'est pas évident que les gens connaissent également nos sociétés, même s'il y a des études qui ont été faites. Et même si les gens les connaissaient, la science a toujours besoin en fait qu'on ajoute de la terre à la terre. Alors l'étude des faits sociaux, pour parler de la sociologie, oui. Alors le rêve c'était quoi? Parce que comme je l'ai dit, pour ceux qui partaient en droit, c'est devenir avocat ou juge. Vous partez en sociologie avec bien sûr, comme vous l'avez dit, l'intention de mieux connaître les sociétés, mais pour devenir quoi? C'est ça la question. Voilà, d'accord, merci. Oui, parce qu'en connaissant en fait nos sociétés, d'abord, si vous prenez les projets de développement, si vous prenez le programme de développement, alors évidemment le paramètre en la matière, connaître les faits sociaux, en réalité permettait également de connaître les mécanismes de fonctionnement et d'apporter des réponses concrètes en fait aux préoccupations des populations. Et à l'époque, il fallait être bon en mathématiques et bon en philosophie et naturellement en français. Et voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on était une vingtaine en réalité en première année. On était une quinzaine en deuxième année. Alors si on met de côté ceux qui sont venus au titre de l'examen terminal unique, les ETU. Donc voilà ce qui en fait nous a motivés. Et comme nous étions déjà dans le mouvement étudiant, en tout cas moi, pas forcément les autres, mais moi, je me suis dit qu'effectivement dans le cadre du militantisme étudiant et politique dans les différents groupuscules communistes, ça pouvait effectivement nous aider à faire, en tout cas à propager en tout cas des idées assez progressistes. Monsieur Sourouema, chemin faisant, en 1985, vous obtenez votre maîtrise en socio-anthropologie rurale et communication. Là également, socio-anthropologie rurale, c'est déjà la sociologie n'est pas une discipline bien connue de tous. La socio-anthropologie rurale encore moins. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité, le mémoire a porté sur en fait le CNPAR, à l'époque c'était le Centre national de perfectionnement des artisans ruraux, pour voir un peu le contexte dans lequel ils étaient formés, parce qu'il y avait des forgerons modernes entre guillemets à l'époque, et il s'agissait de voir d'abord comment est-ce que cette formation est effectuée, comment est-ce que le message est passé, comment une fois sur le terrain, justement ces artisans en fait ruraux travaillaient à produire, à communiquer leurs connaissances dans le sens de l'utilisation des outils qui sont produits. Et là, naturellement, il fallait effectivement de la communication. Il y avait également que du point de vue au niveau de la radio rurale, il y avait effectivement des émissions en la matière et il s'agissait de voir quelle jonction on pouvait opérer entre ce qui se fait
par les artisans ruraux et ce qui se faisait déjà au niveau de la radio rurale. En 1989, vous obtenez votre diplôme d'études approfondies en connaissance des tiers-mondes, relations internationales et communication. Les tiers-mondes, une expression, ou le tiers-monde, c'est une expression bien souvent au centre de polémiques et de débats entre scientifiques qui estiment que ça ne correspond pas à grand-chose. Alors, connaissance des tiers-mondes, à quoi ça renvoie exactement? En réalité, aujourd'hui, c'est un concept qui est complètement dépassé, parce qu'à l'époque, vous vous souviendrez qu'il y avait deux blocs, le bloc de l'Est. Donc l'Union soviétique était la tête était la tête de proue, et puis le bloc de l'Ouest, dont les États-Unis également étaient la tête de proue. Alors donc il y avait ces deux extrêmes-là, et entre ces deux extrêmes, il y avait naturellement des peuples qui ne se connaissaient pas nécessairement dans ces deux extrêmes, ou même s'ils se reconnaissaient, ou des États, même s'ils se reconnaissaient dans ces deux extrêmes-là, leurs conditions économiques faisaient que et leurs conditions économiques et leur organisation du point de vue économique étaient différentes de celles que l'on voyait à l'Est, sauf cause, kolkhoz, etc., de celles que l'on voyait à l'Ouest, donc la démocratie, du moins le système d'économie de marché, voilà, le système capitaliste, c'est cela même. Alors, et donc, dans ça, il y avait naturellement cette troisième catégorie. Est-ce que ce n'était pas péjoratif? À l'époque, effectivement, à un moment donné, c'était péjoratif, mais après, les gens, effectivement, se sont assumés. Vous vous souvenez de la conférence de Bandung en 1954? Voilà, oui, tout à fait, parce que cette réflexion, ce tiers-monde-là, ce concept, en réalité, a aussi alimenté les débats, donc la conférence de Bandung, les non-alignés, etc., qui, quelque part, était une partie du tiers-monde, mais pas l'entièreté, en fait, du tiers-monde. C'est pour ça qu'on parlait des tiers-mondes, parce que dedans, il n'y avait pas nécessairement, c'était pas les mêmes conditions. Voilà, et en réalité, aussi, il faut dire qu'il y avait le tiers-mondisme de gauche et le tiers-mondisme de droite. Le tiers-mondisme de gauche qui dénonçait effectivement les systèmes capitalistes et les traitements iniques et injustes dont les peuples, dont les peuples colonisés ou nouvellement indépendants, dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et puis il y avait le tiers-mondisme de droite qui se disait, bon, il n'y a pas de problème, il faut aider ces gens-là, parce qu'en réalité, pour qu'ils restent chez eux et pour qu'ils ne viennent pas chez nous, enfin, je schématise. Oui. En tout cas, sur le plan professionnel, à présent, vous entamez votre carrière en 1986 comme journaliste reporter aux éditions Sud-Ouest. Alors, c'est un début de carrière qu'on a envie également de comprendre comment le socio-anthropologue devient journaliste reporter. 86, il faut préciser que nous sommes sous la Révolution. Alors, comment vous êtes arrivé aux éditions Sud-Ouest? Bon, il faut rappeler qu'aujourd'hui, naturellement, les gens chérissent la révolution et bien sûr à raison. Bon, même s'il y a des choses qui vaut mieux ne pas chérir. Mais on reviendra là-dessus si vous le permettez. Mais j'ai été militant dans les groupuscules anti-impérialistes, communistes et dans le mouvement étudiant. J'ai même été délégué CDR de Nice-Côte d'Azur. Voilà, en Europe, et quand on est rentré, parce que la Révolution a dit, le Conseil national de la Révolution a décidé que ceux qui avaient la maîtrise, en fait, devaient rentrer, pour aider à imprimer, donc, une autre orientation, donc, politique à la société. Mais naturellement, c'est pas pour ceux qui étaient favorables à la Révolution. Ceux qui étaient défavorables à la Révolution, malheureusement, on leur a coupé les bourses, et ça a été assez difficile. Pour eux, et avec le regard que nous avons aujourd'hui, je pense que ça a été pas une insuffisance, mais une attitude tout à fait condamnable. Alors, et il faut se regarder et puis dire que ça n'a pas été du tout juste. Alors, cela étant, et quand je suis rentré, on a fait le service national populaire. Le CERNAPO. Oui, le CERNAPO, aujourd'hui SND. Alors, initialement, en fait, je devrais faire partie de vos effectifs, mais j'avoue que j'avais un complexe parce que j'avais du mal à me regarder vraiment sur une photo. J'avais du mal également à me regarder sur un écran de télévision. Bon, et donc... Est-ce que vous n'étiez pas assez télégénique? Oui, il y a un peu de ça, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, naturellement, mais je devais...
en fait, prendre, si vous voulez, la température, entre guillemets, de comment le travail des médias se faisait, parce que je devrais enseigner au CFPI, c'était prioritairement cela. Et donc, centre de formation professionnelle de l'information, aujourd'hui historique, alors, de manière à pouvoir donner la tétine idéologique donc, aux journalistes qui étaient en formation là-bas. Alors, et quand je suis arrivé à Sidoya, bon, bien avant d'y arriver, c'était la direction générale de la presse écrite, la DGPE, et bien avant d'y arriver, en réalité, je contribuais déjà donc à l'animation de certaines rubriques. Bon, on ne me connaissait pas nécessairement. Et j'étais aussi rédacteur quelque part, et parfois rédacteur en chef des tracts, bon, qui ont été ventilés bien avant. Oui, absolument. Donc, quelque part, j'étais aussi prédestiné à faire ce que je suis en train de faire. Et naturellement, les commentaires, voilà, les chroniques, les réflexions, les points de vue, etc., que j'écrivais au niveau des éditions Sidoya a attiré l'attention de la décision de la direction politique de l'époque, le Conseil national de la Révolution. Et finalement, quelque part, un jour, un des ministres m'a dit, mais vous n'avez pas votre place au centre de formation professionnelle de l'information, il vaut mieux que vous restiez là-bas. Aujourd'hui, mais si vous lisez ces articles aujourd'hui, moi-même quand je les lis, j'ai la chair de poule, parce que c'était une plume... C'était quand même assez acerbe. Donc, quelque part, toutes les turpitudes que le pays a traversées, il faut le reconnaître, chacun de nous, et en ce qui me concerne, je pense que j'ai une part de responsabilité, parce qu'à l'époque, c'était très orienté. Oui, c'était très orienté. Et voilà, et même si c'était intellectuellement de bonne facture, bon, c'était quand même la pensée unique. Idéologiquement parlant, c'est ça. Mais est-ce que la mayonnaise a pris? Est-ce que vous êtes découvert une passion pour le journalisme? Oui, bien entendu, parce que, comme je vous l'ai dit, avant de venir, voilà, avant d'être affecté à la direction générale de la presse écrite, je contribuais déjà à l'animation de certaines rubriques. Ce n'était pas forcément des rubriques politiques. Et nous étions abonnés à Carrefour Africain, on était abonnés à Jeune Afrique, Afrique-Asie, etc., etc. Donc, quelque part, j'avais effectivement la volonté de contribuer à faire, en tout cas, au traitement de l'information. À la révolution. Il fallait encenser la révolution. Oui, ce n'était pas encensé en réalité, parce que encenser est pour moi péjoratif. Mais si je vous le dis... c'est de la propagande quand même. Oui, c'est de la propagande, mais avec la formation de socio-anthropologue que j'avais, bon, j'ai aussi traversé des périodes difficiles, parce que quand la Révolution a décidé donc de supprimer la mendicité et de supprimer la prostitution à travers, aujourd'hui, des décrets, à l'époque c'était les kitty, donc le kitty c'était le décret, la zatou c'était l'ordonnance et le rabot c'était l'arrêté. Alors moi j'ai écrit quelque chose, alors que le DG a été bien inspiré de retirer ça au dernier moment parce que ça allait être un tsunami. De mon point de vue, je me disais que en fait, les faits sociaux sont indépendants de la conscience des individus, comme on nous l'a enseigné en sociologie. Donc ce n'est pas à partir de la conscience qu'on a et de la rédaction d'un décret que l'on peut supprimer la chose. C'est à partir de la conscience qu'on a du problème, qu'on élabore... Est-ce que c'était pas réactionnaire quand même? Non, la révolution à l'intérieur acceptait naturellement les critiques. Voilà, mais si on publiait cela, évidemment, ceux qui sont contre la révolution auraient pu s'en servir. Et puis, bon, je me suis fait taper sur les doigts. Et bien après, hein, ça ce n'est qu'un exemple. Et je crois que ça aussi, ça contribue bon, quand même à me mettre dans des situations qui n'étaient pas du tout aisées. Mais enfin, bon, on a essayé. On était de bonne foi, mais naturellement il faut regretter qu'aujourd'hui, sur la base, avec le recul, que les différences de point de vue, on en soit vraiment arrivé là parce qu'on doit assumer le passif humain de la révolution et chacun de nous, à commencer par moi, individuellement, nous avons des parts de responsabilité à assumer et il faut le faire. On va y revenir. 1990, la révolution est passée, vous devenez directeur de rédaction des éditions Sidoya. 93, vous êtes nommé directeur général de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Cela veut dire que 6 mois, c'est ce que j'ai constaté. Que s'est-il passé en 93? Bon, avant d'en venir à ce que vous dites,
je dois évoquer quand même la question des éditions Citoya, enfin mon poste de directeur des rédactions des éditions Citoya. Oui, et donc c'était la première fois. Et j'avoue également que là, je n'ai pas été très adroit. Et il y a des articles que j'ai écrits qui n'ont pas vraiment plu à l'époque. Je pense que c'était titré au lendemain des élections, je crois, de 92. J'ai écrit un éditorial, une chronique sur une démocratie réelle mais imparfaite. Alors, je me souviens de cela, et là, je pense que c'est, bon, peut-être là aussi, les milieux politiques, les débats, etc., et même la sociologie, qui m'a fait donc écrire cela. Et bon, bref, après, bon, ça n'a pas été facile. Ça vous a valu donc... Alors, oui, tout à fait, ça n'a pas été aisé. Donc, effectivement, d'abord, il faut que nous ayons une pensée pieuse à l'endroit du ministre Théodore Killimité-Yen à l'époque. C'est lui qui a proposé en fait au gouvernement ma nomination au poste donc, de directeur général de la RTB. Mais j'avoue que si je regarde 13 nominations au Conseil des ministres, 4 décorations, une organisation internationale et 3 projets. Ça, c'est la somme de votre carrière. Oui, tout à fait. Maintenant, on peut estimer qu'il y avait, bon, c'est à peu près positif, mais il ne faut pas se gargariser, il ne faut pas s'en gargariser, il ne faut pas s'en flatter. Honnêtement, peut-être que d'autres personnes dans ma situation, bon, auraient été plus que ça, bon, pour ne pas dire autrement les choses. Mais j'avoue que autant on peut estimer que j'avais bon, de certaines qualités, une certaine compétence du point de vue intellectuel et technique. Bon, autant il faut reconnaître aussi que la maladresse fait partie aussi de mon lot quotidien. Alors, et donc, pour en revenir à ce 93 à la RTB, voilà, 6 mois comme DG. Voilà, 6 mois comme DG. Alors, j'ai eu une situation de famille, malheureusement. Et je n'en ai pas parlé à mon ministre. Et puis, donc, je suis parti avec une voiture de service. Et malheureusement, j'ai eu un accident. Et, parce que j'étais vraiment à couteau tiré avec mon père, il faut le dire. Et ma mère a failli être renvoyée de la famille parce qu'il estimait que elle était ma complice. Et là également, je profite de l'occasion pour, parce qu'il n'est plus de ce monde, sinon je ne serais pas chef, bon, pour en fait m'excuser auprès de lui. Et également à l'endroit donc de la mémoire du ministre Killimité. Et là, naturellement, j'ai été limogé. On peut tout dire, hein, mais je pense que la première responsabilité en fait m'incombe. Bon, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, parce que si je n'avais pas prêté le franc, entre guillemets, ça n'aurait pas effectivement... C'est quand même assez sévère, parce que vous avez fait un accident avec un véhicule de service. Bon, c'était sévère, mais il faut aussi dire qu'au-delà de cela aussi, ce que moi je suis en train de vous dire là, bon, il y a des choses que j'ai des difficultés, sincèrement, à digérer. Et malheureusement, je ne prends pas toujours la manière de dire, je ne prends pas toujours toute la manière pour le dire. Et en droit, comme vous le savez, la forme tient souvent le fond en l'état. Et si vous ne savez pas comment le dire, où le dire et quand le dire, en fait, en dernière instance, c'est vous qui assumez. Donc, il ne faut pas penser que c'est l'autre. Parce que ça, c'est vraiment le raccourci. Et on est toujours tenté de penser que c'est l'autre. Oh, l'autre, c'est qui? L'autre, c'est nous aussi. Parce que nous sommes l'autre pour l'autre. Donc, c'est notre alter ego. Donc, vous reconnaissez que c'était vous l'erreur à l'époque? Mais je pense que oui, absolument. Je pense qu'il faut assumer cela. Et comme de toute façon, d'abord, parce que c'est ce que je pense, ensuite, le ministre Killimité, Théodore Yen, n'est pas là. Alors, et même s'il était vivant et il n'est pas sur ce plateau, ben, ce n'est pas à moi, effectivement, de le charger. Et je dois assumer ma part de responsabilité. S'il était vivant et sur ce plateau, bon, peut-être qu'il aurait assumé sa part de responsabilité, mais je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. Il faut assumer. Et c'est l'échec, quand je regarde ma carrière, ça c'est un échec, ce n'est pas une insuffisance. Alors, M. Sourouema, pour nous les Puinais, c'est vrai que vous avez été DG 6 mois à la RTB. Nous sommes en 93. On a envie de savoir quels étaient les défis de la RTB à cette époque. Alors, comme au niveau, on venait de sortir en fait de l'état d'exception,
Et bon, ça cheminait, bon, donc quelque part, hein, si en droit, c'était plus l'état d'exception, en fait... C'était l'ouverture. Voilà, c'était l'ouverture, mais c'était quand même une semi-ouverture. Bon, parce qu'en réalité, mais ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, parce que vous savez très bien qu'entre l'obscurité totale et le jour, il y a l'aurore, et puis il y a le crépuscule. C'est pour dire que c'était une chose tout à fait compréhensible, et je pense que déjà à l'époque, la conviction de ceux qui nous dirigeaient, c'était l'ouverture totale. Mais une ouverture quand même, bon, dans le cas de laquelle il fallait se hâter lentement. Bon, donc pour qu'il n'y ait pas de chambardement, malheureusement, il y avait aussi des réflexes résiduels de l'état d'exception. Alors, et là, évidemment, ce n'était pas encore, dans les faits, totalement l'ouverture. Bon, mais ce n'était plus bon, totalement l'état d'exception. Et quand vous savez que quand vous êtes un être comme ça, hybride, il y a pas mal de choses, c'est un peu comme la chauve-souris. Alors, on ne sait pas forcément où la classer, elle est mammifère, mais elle est également un oiseau parce qu'elle vole. Donc ça, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué à gérer. Alors vous êtes ensuite directeur des études de la planification du ministère de la Communication, retour ensuite à Sidoya comme directeur en 1997, chargé de cours dans plusieurs instituts, vous travaillez dans plusieurs projets en tant que consultant et expert en communication, conseiller technique du ministre en charge de la communication en 2013, puis chargé de mission en 2017, administrateur provisoire de la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila, une société qui jusque-là peine à voir le jour après des investissements assez importants. On a l'impression que cette société-là sur laquelle on va s'attarder est un tonneau de Danaïde. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, selon vous, vous qui avez eu cette expérience d'administrateur provisoire, est-ce qu'on verra le bout du tunnel un jour? Bon, il faut avouer que je n'ai pas en fait des informations actualisées sur la situation de la société. Bon, donc ce que je vais dire, c'est certainement aussi empreint d'erreur. Donc je voudrais que bon, le ministre en charge de l'industrie me comprenne et m'excuse au cas où effectivement je dirais des choses inexactes. Alors, quand j'étais donc administrateur provisoire de la STFL, on avait négocié effectivement un financement avec la République de l'Inde, et je crois que c'était environ 4 milliards pour achever l'usine. Il y a également mais l'État devrait injecter donc 3 milliards. Bon, les chiffres peuvent varier légèrement, mais l'idée principale c'était ça. Donc c'était encore 7 milliards. Or l'État avait déjà mis quelque chose comme 7 milliards. Alors, 7 milliards en termes de contrepartie, c'est beaucoup. Or la contrepartie initiale était d'environ 700 millions. Un peu moins de 700 millions. Donc c'est environ 10 fois en réalité. Voilà, c'est ce qu'on devait y mettre. Donc, et naturellement, la gestion a été assez compliquée, mais je l'ai dit, pas pour juger forcément. Il y a des instances ou des organismes de l'État qui sont compétents pour ça, mais je pense que tel que c'était fait, dans les mêmes conditions, peut-être que je n'aurais pas fait mieux que ceux qui sont responsables de ce passif-là. Donc, ça aussi, il faut relativiser. Alors, cela étant, aujourd'hui, je crois savoir que la société est en voie de liquidation parce que finalement, on a décidé, je crois, de réorienter en fait le financement qui a été acquis auprès des Indiens par l'intermédiaire, je crois, de la BIDC, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO qui est basée à Lomé. Alors, et en créant trois usines, je crois qu'il y a une à Titao. Si ce n'est pas encore fait, je crois que c'est en voie. Il devrait y avoir une à Waiguya et également une autre à Yako. Donc c'est la STFL qui est finalement devenue donc ce projet.
Non, pas la STFL, on a réorienté en tout cas le financement et la STFL qui est basée à Lumbila, je crois, est en voie de liquidation parce que le personnel a été libéré, parce que l'administration provisoire disposait d'un personnel vraiment réduit, alors mais ce personnel a été libéré. Donc, mais est-ce qu'il ne faut pas que quand même, vous l'avez dit, il y a clairement eu des problèmes de gestion, est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un réponde, parce qu'il y a quand même des milliards qui se sont évaporés, si on peut le dire ainsi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je crois qu'il y a eu le contrôle qui a été effectué par l'ASCE, LC. Alors, les documents, les dossiers ont été transmis, en fait, à la justice. Bon, mais pour le reste, vous comprenez que je ne puisse rien dire. On va attendre de voir. Donc, comme je l'ai dit, donc, vous avez été administrateur provisoire de cette société de transformation de fruits et légumes de Lumbila, nous étions en 2017, chargé de mission au ministère de l'administration territoriale 2019. Je pense que c'est là que vous prenez donc votre retraite. Après 35 ans de carrière, vous l'avez dit, une carrière où vous avez beaucoup bougé, plusieurs nominations, vous êtes passé par plusieurs ministères, des projets. Et parallèlement à cela, intronisé chef traditionnel, on le voit donc à travers votre accoutrement, du village de Daouelégué à Sapouné. Nous sommes en 2008. Naba Boualga, c'est votre nom de guerre. Alors on va s'attarder également sur la question de la chefferie coutumière. Quelle doit être sa place aujourd'hui? On en a beaucoup parlé, on a tenté de constitutionnaliser, le débat était houleux à une certaine époque, aujourd'hui on n'en parle plus. Vous, en tant que chef, en tant qu'intellectuel également, quelle doit être la place aujourd'hui des chefs traditionnels? Je pense que ce n'est pas une affaire, si on doit parler en termes de devoir de la chefferie traditionnelle, où doit être la chefferie traditionnelle, je pense que c'est à l'État des droits démocratiques et libéral de répondre à travers le gouvernement qui en est l'incarnation. Pourquoi? Parce que de toute façon, toute institution en réalité qui existe doit être législativement, juridiquement, animé quelque part. Donc, elle doit être adossée à quelque chose. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de texte qui régit le fonctionnement, par exemple, de la chefferie traditionnelle et coutumière. Vous avez, dans le protocole de l'État, bon, il n'y a pas de problème. Vous avez récemment, au niveau de l'ONAFAR, donc l'Observatoire national des faits religieux, on a pris en compte la religion traditionnelle qui est incarnée par la chefferie traditionnelle et coutumière. Mais tout ça, c'est bien, mais il faut un texte, une loi, un statut, peu importe, mais il faut quelque chose pour ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, ce que doit être la chefferie est laissé à l'appréciation individuelle, en réalité, de chaque chef. Ça c'est un. De deux, bon peut-être qu'il faut que j'inverse, c'est laissé à l'appréciation individuelle, par exemple, des hautes autorités de la chefferie coutumière et traditionnelle. Or, en réalité, la question politique, la question de la gestion politique moderne de la société n'est pas connue de nos structures traditionnelles et coutumières. Donc, en réalité, nous-mêmes, à travers nos responsables supérieurs, ne peuvent pas dire, ah, ici, là, il faudrait que vous fassiez ci. Donc, c'est laissé à l'appréciation individuelle. C'est pour ça qu'on a des chefs aujourd'hui dans l'arène politique. Vous-même, vous avez fait la politique également. Oui, mais il faut dire que ça date de 1976. C'est-à-dire que je suis entré dans le mouvement étudiant et puis la politique, etc. de 1976. Quand il y a eu, je pense que le professeur Étienne Traoré, à l'époque, ils avaient été chassés de France parce que pour faire des grèves, tout et tout. Et puis, nous avons été mobilisés au lycée. Et puis, petit à petit, on est entré. C'était d'ailleurs Payardé qui était le délégué général du lycée Zenda à l'époque. Okay. Alidou Savadou, c'est ça, l'acteur comédien. Absolument. Donc ça a commencé là. Donc, et après, mais je suis parti après, autour de, je pense, 2012, 2013. Alors, parce que de la politique, bon, parce que naturellement, j'avais l'intention aussi d'apporter ma contribution aux côtés de Mogo Naba en termes de réflexion et naturellement du Widi Naba par lequel nous avons accès à Sa Majesté, le Mogo Naba, et donc apporter une contribution pour, j'allais dire, la promotion de cette institution que nous avons combattue. Alors, donc, voilà, sous la Révolution et avant la Révolution,
Et de ce point de vue-là... Vous avez estimé que ce n'était pas compatible d'avoir la casquette politique partisane et puis... oui, voilà, et puis cela, voilà, et en même temps, bon, donc parfois il y a des missions, quand il faut les effectuer, bon, la casquette politique, ça devient quelque part gênant. Alors, il y a des discours qu'on ne peut pas tenir si on appartient aussi à un parti politique. Et là, de ce point de vue, je me suis dit, il valait mieux que je me tienne un peu à l'écart, bon, et que maintenant, les réflexions que je fais, etc., peut-être que politiquement, ça ne s'est pas... Est-ce que vos camarades politiques l'ont compris? Parce que vous étiez chef, et la plupart du temps, c'est bon d'avoir les chefs avec soi. Quand bon, certains ont compris, mais d'autres pas. Je crois qu'avant l'insurrection, il y en a même qui aujourd'hui occupent de hautes responsabilités. Et ils m'avaient dit, oui vraiment, vous avez bien fait de ne plus faire de la politique. Mais après l'insurrection et après les élections, quand ils sont revenus aux affaires, il y en a qui m'en ont voulu parce que j'ai dit, parce que je suis resté constant. Maintenant, être constant quand on est un chef, on doit travailler pour le développement du pays. Moi, je préside une association, vous le savez. Et si le pays, s'il y a la tolérance, si tout le monde est OK avec tout le monde, bon, je pense que c'est d'abord ceux qui gouvernent. Donc, pour un chef de tradition ne doit pas faire de la politique. En tout cas, il est fortement recommandé. Pour moi, je recommande forcément qu'il n'en fasse pas. Mais c'est une recommandation, ce n'est pas un devoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise de la chefferie? Parce qu'on voit dans beaucoup de localités où on a deux chefs traditionnels, ce qui complique bien sûr les choses. Oui. En tout cas, on l'a vu à plusieurs endroits. Est-ce qu'il y a une crise de la chefferie? Je ne pense pas. On a vu les grands chefs, par exemple à Fadam Gourma, on a deux chefs aujourd'hui. Ce qui est une situation, je ne dirais pas inédite, mais difficile. En fait, ce n'est pas des phénomènes nouveaux. Hein. C'est parce que, comme nous sommes dans un état de droit démocratique et libéral, avec ses contraintes, sinon bien avant la colonisation, il y a eu ce type de problème. Mais ça s'est terminé naturellement de la manière dont vous pouvez imaginer. Alors donc, soit l'anéantissement de l'un ou de l'autre, mystiquement ou physiquement, c'est selon. C'est pas nouveau. Et si vous prenez par exemple l'ICIAM, je crois que le même problème. Oui, donc je pense que vous êtes de Mané et la proximité du point de vue géographique est quand même assez évidente. Je crois que si vous allez dans d'autres, pour ne pas les citer, dans d'autres entités traditionnelles quand même de rang supérieur, il y en a aussi. On n'en parle pas. Donc il n'y a pas de crise. Mais il y en a. Alors, mais là, pour moi, il n'y a pas de crise. Parce que d'une manière générale, il faut regarder l'axe. Quand on parle de crise, c'est l'orientation générale. Et aujourd'hui, l'orientation générale, c'est que tout le monde reconnaît l'importance de la chefferie traditionnelle coutumière. C'est clair, ça c'est l'axe qu'il faut retenir. Tout le monde se dit qu'il faut constitutionnaliser, enfin, peut-être pas, en tout cas, il faut un texte de loi qui régisse son fonctionnement. Donc, ça veut dire que c'est un outil que nous pouvons utiliser sur le plan politique, sur le plan du développement, sur le plan de la culture, pour booster davantage, en fait, le Burkina vers un épanouissement. Voilà, sur tous les plans. Et donc, de ce point de vue-là, ça, c'est des questions qui vont certainement trouver leur solution, tôt ou tard. Mais l'essentiel demeure. Voilà. L'essentiel, c'est ça. Vous l'avez dit, vous êtes président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux, ATRDI. Alors, ici, la question qui se pose, parce que le Burkina a toujours été présenté quand même comme un havre dans ce domaine-là, avec en tout cas des religions qui cohabitent de façon harmonieuse. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a des menaces sur cette tolérance? Ah oui, justement, c'est à cause de ces menaces que des camarades de moi, bon, excusez-moi, quelque part aussi, des amis et moi, alors voilà, ont décidé justement de créer cette association parce que donc à chaque période de la société correspond généralement une crise. Elle peut être gérable, elle peut ne pas susciter de l'explosion, mais de toute façon, les sociétés, naturellement, comme on le dit en sociologie, peuvent fonctionner, mais tout ne peut pas fonctionner. Donc, il y a toujours un effort à faire. Voilà. Oui, mais il y a toujours un effort pour apporter ces solutions. Donc, c'est dit que actuellement, mais il est impératif que chacun apporte sa contribution
Au plan individuel, ça c'est bon. Maintenant, au plan collectif, et également les citoyens se doivent de s'organiser pour apporter des solutions. Le gouvernement... Quelle est la nature de ces menaces-là aujourd'hui? Mais la nature de ces menaces, je crois que c'est au niveau communautaire, il y a effectivement un problème. Quand je dis qu'il y a un problème, c'est on peut discuter de la réalité ou non, etc., de ces problèmes-là. Mais si dans la famille, il y en a qui pensent qu'il y a problème, et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème là, doivent réfléchir par deux fois avant de dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, et réfléchir par deux fois aussi consiste naturellement à essayer d'identifier la réalité ou non de ces représentations-là. Alors, de la représentation que les autres ont du problème, et puis essayer d'apporter des solutions. La montée des extrêmes? Oui, amortir les extrêmes, oui. Mais ce n'est pas seulement dans le discours, ça doit être également dans les faits et dans les actes. Est-ce qu'il y a une montée des extrêmes au Burkina? Ah oui, bon, des extrêmes, il y a en tout cas un extrême. On constate que quand, par exemple, il y a des attaques des groupes armés, il y a l'extrémisme violent, ça c'est évident. Et l'extrémisme violent n'est pas seulement religieux. Dans le discours également, quand vous voyez des gens qui, lors d'un meeting ou d'une manifestation, ils se livrent à de la casse, les gens se rentrent dedans, entre guillemets, et puis... Mais c'est le reflet d'un extrémisme violent du point de vue politique. C'est clair. Alors, et dans le passé, si vous prenez les groupes d'extrême droite, les groupes d'extrême gauche, etc., c'est l'extrémisme violent. Et donc, il y a un extrême, effectivement, qui est là. Alors, mais il y a aussi, de l'autre côté, mais sans qu'on le dise, il y a des extrêmes aussi qui ne se manifestent pas nécessairement et qui, en réalité, regardent avec admiration ce qui se fait. Et il y a aussi des extrêmes qui sont contre, mais qui ne s'expriment pas. Vraiment, honnêtement. Donc, ces trois aspects-là, parce que... Il y en a qui pensent que vous ne citez pas de nom. Voilà, il y en a qui pensent que ce qui se passe, par exemple, au nord, les gens n'ont pas raison, alors on a tout mis dedans, on a tout fait pour eux, ils ne comprennent pas, le Sahel, etc. Ça, c'est un extrême, mais seulement, il n'a pas forcément pied sur rue. Et mais si on doit diagnostiquer la société, apporter des solutions, il faut regarder ces trois types d'extrêmes-là. Il faut regarder tout ça. Alors donc, c'est ça. Nous, c'est du point de vue des activités simplement, conférences, événementielles, etc. Donc on essaie de sensibiliser les gens. Et puis les articles de presse, les déclarations, etc. Alors, M. Sourouema, l'actualité marquée donc par le nouveau gouvernement Christophe Dabiré II, dévoilé il y a juste une semaine de cela. Un nouveau gouvernement donc dans lequel on remarque, en tout cas c'est l'un des éléments marquants, la création donc de ce ministère d'État auprès de la présidence du Faso. Ministère donc à la tête duquel a été porté M. Zéphirin Diabré, président de l'UPC ex-CEFOP. Quelle est l'analyse que vous faites déjà de ce nouvel exécutif-là? Bon, je vais seulement donner quelques impressions. Hein. Bon, peut-être que ce n'est pas une analyse, ça va être un peu plus compliqué. Mais ce que je pense, c'est que pour moi, a priori, c'est une bonne chose. Parce que peut-être que vous aviez dit tantôt que j'étais chargé de mission au MATDC. En réalité, j'étais j'étais surtout chargé d'apporter ma contribution dans la réflexion allant dans le sens de la cohésion sociale, du fait de mes premiers amours en socio-anthropologie et du fait que justement je suis président de l'association et enfin du fait que généralement j'écris sur ces questions-là. Alors donc qu'aujourd'hui la cohésion sociale fasse l'objet soit de la compétence d'un ministre d'État qui plus est placé aux côtés du président du Faso, mais moi je pense que peut-être quelque part le travail que nous avons fait a été reconnu, à commencer par donc le ministre d'État Simeon Savadko et puis la ministre déléguée. Est-ce que vous avez été surpris que ce soit Zéphirin Diabré qui porte ce ministère? Parce que c'était quand même le président du CEFOP et puis voilà, l'UPC, l'opposition. Non, j'ai été plutôt agréablement surpris, quoi.
Alors, j'étais agréablement surpris, j'avoue que je n'y pensais pas, mais qu'il ait accepté, je pense que c'est une bonne chose, alors, de mon point de vue. Donc, pour cela... Mais certains émettent quand même des réserves liées à la figure de la personnalité de Zéphirin Djabré, qui est président de parti politique. Certains estiment que voilà, cette position partisane sur l'échiquier politique pourrait être un inconvénient à ce qu'il puisse parler à tout le monde. Bon, je ne suis pas... Bon, je ne suis pas au courant des clauses, de tout ce qui a été dit avant. Bon, alors, comme vous savez, tout ne se dit pas, et tout n'est pas bon à savoir non plus. Mais je pense que quand la nation est en danger, il y a quand même les petites contradictions, parce que, comme on le disait dans le cercle étudiant, là, c'est la contradiction principale aujourd'hui, ce n'est pas les pinailleries politiques, là. C'est le terrorisme, là, voilà, auquel nous faisons face. C'est également la crise sécuritaire, la crise sanitaire. Et enfin, il y a les problèmes intercommunautaires, intracommunautaires et intercommunautaires. Et ça, ce sont les contradictions principales. Et c'est parce que il n'y avait pas tout ça qu'on pouvait voilà, des bisbilles, des prises de bec politiques, etc., etc. Donc, parce que c'est lui-même qui doit avoir un problème d'abord. Parce que ça a été une grande gymnastique, parce que quand il s'est regardé, voilà, voici tout ce que j'ai dit, j'ai peint le pouvoir en ceci, en cela, etc. Aujourd'hui, je dois effectivement apporter ma contribution. Comment est-ce que je vais faire? Mais c'est difficile. Ça a été un exercice difficile. Donc, moi, je ne suis pas proche de lui. Hein, donc, ce que je dis, j'imagine des choses, je me mets à sa place. En termes d'empathie, parce qu'il faut se mettre à sa place et non pas forcément le juger à partir de nos propres erreurs. Donc, je crois que la nation est en danger. S'il pense qu'il peut apporter une contribution, c'est tant mieux. Maintenant, il faut que le président lui fasse aussi, et le gouvernement lui permettent d'apporter cette contribution. Parce que, naturellement, si des occasions ou des opportunités ne sont pas créées pour qu'il le fasse, ça va être difficile. C'est lui qui va trinquer. Et quelle formule aujourd'hui? La nation avec. Parce qu'on parle justement de réconciliation, ça fait de longues années qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la formule vers justement cette réconciliation est toujours une arlésienne, on ne l'a pas encore définie. Mais repartons aux fondamentaux d'ailleurs du concept. Quand vous parlez de conciliation, bien sûr, ça vient ça vient du verbe donc concilier, et conciliare en latin, qui veut dire réunir, n'est-ce pas? Qui veut dire rendre bienveillant. La bienveillance, c'est les bonnes dispositions en fait. Donc, rendre quelqu'un, on dit j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance. Donc, de vos hautes dispositions à m'écouter ou bien à me lire. Donc, si on regarde cela, alors, donc, aujourd'hui, et s'il y avait, et s'il y a la conciliation, ça veut dire quelque part, il y a eu déconciliation. Et s'il y a déconciliation, eh bien, il faut réconciliation. Donc, ces trois étapes-là, maintenant, ça commence d'abord à notre niveau sur le plan individuel. Et ceux qui sont allés à l'école, en réalité, les élites, ont un très grand rôle à jouer. Parce que moi, si je vais faire du mal à M. Ouedraogo, je peux ne pas le savoir. Mais il y a au moins des situations où moi je vous ai fait du mal. Mais je n'ai même pas le courage ni l'honnêteté de vous le dire. Et je n'ai pas non plus l'audace de changer de comportement pour que vous sachiez qu'en réalité, il m'a fait du mal, il ne l'a pas dit, mais voilà, en réalité, il est en train de vouloir se racheter. Ce n'est pas individuel parce que nous avons des problèmes avec nous-mêmes et avec autrui. Donc si on quitte ce niveau-là, il faut dire que sur le plan politique, il y a également des efforts à faire pour que nous le considérions. Est-ce que ça ne doit pas être là la priorité? Parce que quand on a écouté également le président, en tout cas le ministre d'État Zéphirin Djabré, dans sa première interview, cette toute première interview de ministre, alors la réconciliation embrasse tellement de domaines. Même les femmes victimes d'accusations de sorcellerie qui ont été chassées. Est-ce qu'il ne faut pas quand même mettre une priorité, notamment sur les questions politiques, et puis les questions communautaires aujourd'hui, qui sont les plus payantes, quand bien même les autres éléments également sont des éléments importants? Oui, je suis d'accord avec vous. En ce qui me concerne, j'ai d'abord campé sur le plan individuel, parce que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes là. Ça ne peut pas aller. Une fois que cela est fait,
ce que vous dites, la réconciliation politique, effectivement, on devrait mettre l'accent là-dessus. Et également, la réconciliation du point de vue donc intracommunautaire et intercommunautaire. Pourquoi? Mais quand il parlait, moi je ne l'ai pas écouté, hein, donc ce que j'ai dit là, je ne sais pas si il parlait de ça dans le cadre de la réconciliation ou dans le cadre de la cohésion sociale. Donc maintenant sur le plan politique, mais effectivement le rapport du collège de Sage a dépeint ce qui s'est passé dans le mouvement étudiant et dans le mouvement communiste burkinabé. Et aujourd'hui, il faut se le dire, pour qu'il y ait cette réconciliation, il ne faut pas faire des fixations sur l'insurrection, sur ceux qui sont dehors. Ça doit faire partie d'un ensemble, mais on ne doit pas se focaliser là-dessus. C'est important, mais ce n'est pas le seul problème. Parce que ce qui est arrivé justement au président Compaoré, c'est également des effets qui datent, des choses qui datent d'assez longtemps. Prenez par exemple le cas du mouvement étudiant. Vous savez que, succinctement, hein, je vais être bref, alors vous savez qu'il y a eu le PAI dans le cadre, qui a été le premier mouvement, en tout cas le premier parti communiste. Vous savez qu'il y a eu ensuite l'OCV, l'Organisation communiste voltaïque, qui a été donc, qui s'est détaché du PAI, on disait ils sont proches de l'Union soviétique, pour schématiser. Et ensuite, il y a eu une scission au sein de l'OCV qui a donné le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Le PCRV. Et puis, voilà, le PCRV. Voilà. Et puis, l'ULC. Et voilà, donc l'Union des luttes communistes, donc le mouvement du M21. Alors, aujourd'hui, si vous prenez les gens du PCRV, enfin, ou ceux qu'on dit être du PCRV, sous la Révolution, mais ils n'avaient pas droit au logement construit par la Révolution. Sous la Révolution, ils ne pouvaient pas monter sur les bus, dans les bus X9. Sous la Révolution, il y en a plein qui ont été réduits à la clandestinité. Alors, tout ça, ce sont des passifs. Des passifs. On a vu le président Jean-Baptiste, quand il a publié Ma part de vérité, voilà donc cloué voilà, au pilori, voler des bois verts, et puis tout ça, c'est la preuve que quand même, il y a un gros passif qui demeure. Absolument. Maintenant, pour parler des gens qu'on dit du PCRV, eux non plus ne disent pas honnêtement ce que la Révolution leur a fait. Nous qui avons été formés par eux, qui avons animé la Révolution, qui leur avons réservé ce sort-là, on est également incapable de dire voilà ce qu'on a fait à nos camarades, ceux qui nous ont donné la tétine du point de vue idéologique. Ce n'est pas juste, ni dans un cas, ni dans l'autre. Pour parler du président Jean-Baptiste Ouédraogo, donnez-moi, en tout cas moi, j'ai été admiratif de ce que vous avez fait. Alors, ceux qui ne partageront pas ce que je vais donc dire, qu'ils me pardonnent, parce que nous sommes dans un état de droit démocratique et libéral. Bon, tout le monde doit avoir la possibilité de s'exprimer. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que le président Jean-Baptiste Ouédraogo a dit. Mais sachez que, quand on a arrêté le capitaine Sankara, moi je fais partie de ceux qui ont manifesté, et on a tous crié « Jean Bâtard au poteau ». Jean Bâtard au poteau. Et je suis persuadé que si on avait l'occasion, n'est-ce pas, de mettre la main sur lui, ça serait fini. À cette époque. Et aujourd'hui, là, il serait sur la liste de ceux que la Révolution a éliminés. Et on dirait, voilà, oui, voilà, oh, c'est dommage, il était bien, etc. On va le célébrer. Alors, aujourd'hui, il écrit un ouvrage dont je ne partage pas nécessairement le contenu. Et puis, on y avait, nous voulons une chose son contraire de M. Ouédraogo. Nous sommes dans un état de droit démocratique et libéral. Chacun a la possibilité de s'exprimer, tant que c'est dans les limites de la loi. Or, il s'est exprimé, c'est dans les limites de la loi. Alors, et on veut en même temps dire, voilà, ce n'était pas opportun. Or, l'opportunité de l'écriture, ici, là, n'a pas de référence sur le plan juridique. Rien ne lui interdit. Donc l'opportunité est laissée à l'appréciation individuelle de chacun. Donc c'est à l'appréciation individuelle de la réconciliation, c'est tout cela aujourd'hui. C'est tout cela. Sinon, en réalité, alors, naturellement, les dossiers judiciaires, dès qu'on introduit un dossier, il faut lui trouver une issue judiciaire, mais il faut aussi dire, de vous à nous,
nous voyons, nous avons des camarades qui sont magistrats. On s'est côtoyés sous la Révolution, directement ou indirectement. Alors, en tout cas, moi, si j'étais magistrat, c'est pas évident, je dis bien moi, les autres peuvent le faire, c'est pas évident qu'autour de certains dossiers, sur certains dossiers-là, je puisse dire le droit, bon, comme il se doit. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont capables. Est-ce qu'il faut utiliser une justice traditionnelle? On peut essayer de voir, mais tout doit être mis sur la table. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de sujet tabou. Justice classique, justice traditionnelle, mécanisme traditionnel de collecte, de traitement, de gestion des conflits, ça également, on doit également intégrer cela. Et en ce moment-là, on peut effectivement réfléchir sur la question, mais on a donc recours à des gens qui, par exemple les chercheurs, les enseignants, etc., etc. Mais il faut que nous trouvions quelque chose d'original. Alors, mais il ne faut pas exclure, n'est-ce pas, la justice classique. Mais il faut réfléchir sur la question. Monsieur Sourouema, est-ce qu'il n'y a pas une pléthore d'institutions autour de cette question de réconciliation? On a le ministre d'État, on a le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, on a le Haut Conseil du dialogue social, on a le médiateur du FASO. Est-ce qu'il n'y a pas finalement pléthore de structures autour de cette question? Bon, moi je n'ai pas tous les rapports produits par les différentes institutions. Or, en réalité, pour émettre un jugement pertinent et relativement objectif, il faut regarder les rapports, d'abord bien sûr les décrets qu'il écrit, et puis les rapports qu'ils produisent. Donc c'est au résultat qu'il faut les regarder. Alors, cela étant, si mon point de vue est que, naturellement, une fois qu'on apprécie ce que ces différentes institutions font, bon, il est bon également d'écouter l'opinion. Ce n'est pas pour être à la remorque de l'opinion, mais nous avons besoin de l'opinion pour nous guider. Et puis on se dit, parce que s'il y a le CES, s'il y a le HCROUN, c'est pas le ministère d'État, hein, c'est le ministre d'État. Le ministre d'État, c'est voilà, ça. parce qu'il n'y a pas de ça, ministère d'État en fait, d'accord. S'il y a le ministre d'État, eh bien, il faut effectivement réfléchir. Si on doit le garder, parce que quand même, le président du FASO a été élu, hein, c'est lui, on lui a donné les quitus pour gérer le pays. Alors, on ne peut pas l'empêcher, n'est-ce pas, de trouver une arborescence qui correspond lui, à sa sensibilité, à son programme, pour diriger, pour gérer les affaires de l'État. Donc, il faut également qu'il regarde. Alors, qu'est-ce qui, avec ses conseillers naturellement, comment est-ce que l'on peut faire? Si au résultat, on sent que ça ne va pas, et si les résultats, le peuple aussi doit pouvoir juger, voilà, de l'efficacité, n'est-ce pas, de ce travail-là. Donc, il faut qu'on regarde tout ça. Pour que les gens ne se marchent pas. Tout à fait, exactement. Dessus. Alors, lutte contre l'insécurité, on va en parler très rapidement. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il faut miser davantage sur la négociation. Quand on parle de négociation, c'est vraiment au niveau communautaire, comme ce qui s'est passé à Djibo, où des gens ont accepté de déposer les armes. Oui, je suis d'accord avec la négociation, mais je pense que les actes doivent précéder également les négociations. Et j'estime que les actes ont précédé les négociations. Maintenant, il ne faut pas que Djibo soit l'exception qui confirme la règle, parce que c'est peut-être ça qui doit devenir la règle. Et il faut naturellement y réfléchir, alors pour que l'on sache effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Mais maintenant, pour ceux qui estiment que ce n'est pas les armes qui doivent imposer leur point de vue, ben voilà, on n'y peut pas grand-chose. Alors il faut également répondre également par les armes. Par la lutte armée. Voilà, par la lutte armée. Maintenant, il faut le faire parce que nous sommes un État. On ne doit pas se livrer au même comportement aux que les actions. Voilà, c'est un État de droit. Et ça, c'est particulièrement important. Monsieur Sourouema, on est pris par le temps. On va évoquer rapidement la lutte contre le coronavirus. Au Burkina Faso, près de 9000 contaminations officiellement recensées à ce jour. Depuis mars 2020, 97 décès. Est-ce que c'est une évolution qui vous inquiète aujourd'hui? Oui, c'est une évolution sur laquelle il faut s'interroger.
Alors, la situation n'est pas inquiétante parce que bon, faut pas non plus tomber dans l'alarmisme. Alors, oui, eh bien, alors, je pense que on doit s'interroger et trouver effectivement les explications. Je crois que les techniciens en la matière s'y affairent et puis il y a des explications qui sont données et qui sont également mises à jour. Donc, mais je crois que il faut que sur le plan individuel, naturellement, chacun s'assume. Parce que les gens jusqu'à présent, beaucoup n'y croient pas. Il suffit de promener son micro dans les rues. Oui, mais si les gens n'y croient pas, c'est aussi parce que quelque part, nous autres, on ne donne pas toujours le bon exemple. Bon, quand vous regardez la façon, heureusement que c'est en train de partir, la façon dont le dossier a été géré dès le départ, naturellement, ce n'était pas de nature à rendre les gens crédules. Or, vous savez qu'un processus de changement de comportement prend du temps. Les gens, ils ont vécu cette situation et aujourd'hui, même dans les hôpitaux, moi j'ai des amis qui déplorent cela, alors qui ont été victimes de cela et naturellement qui parlent. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux dans la gestion de cette affaire. Alors, et là, ça va amener la crédibilité aussi du discours politique, du discours donc de l'autorité, et ça peut convaincre effectivement les gens. Vous dites heureusement que c'est en train de partir, peut-être que c'est une vision un peu trop optimiste, parce que quand on regarde les deuxièmes vagues, ou les troisièmes, je ne sais quelle vague, donc non, quand je dis que c'est en train de partir, avec l'apparition de nouvelles variantes, on l'a vu en Afrique du Sud. Non, c'est pas compris. Quand je parle de c'est en train de partir, c'est la gestion du dossier tel qu'on l'a observé. Ok, qui est en train de s'améliorer. Voilà, c'est en train de s'améliorer. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit que voilà, l'apparition de nouvelles variantes, on parle du Brésil, beaucoup plus contagieuse, dit-on, et le vaccin qui semble être la chasse gardée des pays riches également. Est-ce que tout cela, c'est pas un problème véritablement aujourd'hui? Non, mais naturellement, c'est un problème. Mais dans le fond, on ne devrait d'abord en vouloir qu'à nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, là, on observe les mesures barrières, parce que nous avons ce qu'on appelle le groupe. Voilà, et donc, on a un avantage comparatif. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on s'appuie là-dessus, bon, pour effectivement respecter ce qu'on nous dit de faire, alors, et pour que, également, gérer de façon, voilà, de façon plus orthodoxe le dossier, bon, pour que les gens soient plus crédules. Pour finir, la Centrafrique, voilà un pays aujourd'hui donc en proie à la guerre, disons, parce que, en tout cas, les rebelles coalisés ont attaqué Bangui, les faubourgs de Bangui cette semaine. Les casques bleus ont déjà perdu au moins 5 éléments. La Centrafrique, quand on regarde sur place, il y a bien sûr la France qui est là, il y a la Russie, il y a le Rwanda, il y a beaucoup de médecins au chevet du malade, mais on a l'impression que c'est une nuit sans fin et puis que c'est des moments difficiles qui se profilent. Bon, peut-être qu'avant de vous répondre, comme c'était pour finir, bon, je voudrais d'abord avoir, rendre mes hommages quand même, rendre mes hommages, pas quand même, aux autorités supérieures de la chefferie traditionnelle et coutumière, à commencer par le Mogo Naba et ses ministres, naturellement, bon, donc par lesquels je suis effectivement ce que je suis. Et pendant qu'on y est, quand on dit Ouedraogo, je suis persuadé peut-être que vous ne savez pas ce que signifie Congo ou ce que signifie Sorgho. Congo, ça veut dire Kaoré. C'est ce que mon père m'a appris. Ça peut ne pas être ça, mais je tiens ça de mon père. C'est un pelage de cheval, alors, et c'est également le cheval mâle. Et donc c'est l'équivalent de Ouedraogo. Alors, si on prend Sorgho, c'est Swarba. Là également c'est un pelage de cheval, et un cheval, un étalon naturellement. Et c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour dire, simplement pour vous apporter une petite touche. Cela étant, beaucoup, oui. Voilà, cela étant, je pense que ce qui arrive à la Centrafrique là, il y a la RDC à côté. Si vous regardez, c'est arrivé au Libéria, c'est arrivé. Je pense que ce qu'on disait dans le temps, il y a certainement des mains invisibles qui sont derrière cela. Mais il faut savoir que quand il y a une crise dans un pays, c'est qu'il y a toujours quelque part, comme on dit à Morée, si le chien de dehors arrive à mettre la main, enfin la gueule sur l'os qui était censé être dans la cour, c'est que c'est quelque part
le chien de la cour, là, de la concession, qui a amené ça dehors. C'est pour dire que, en réalité, c'est les Occidentaux, les Asiatiques, etc. aujourd'hui, on pense que c'est eux les causes de leur malheur, de notre malheur. Ils en sont en partie responsables, mais c'est à nous-mêmes de voir. Comment est-ce qu'on peut faire? On a créé des institutions, Union africaine, CEDEAO, UNOA, ça fonctionne comment? CEMAC en Afrique centrale, alors SADCC, ça fonctionne comment? Il faut le voir. Donc, et tant qu'on ne va pas réfléchir à cette question-là, tout ce que les autres nous apportent, ils ne peuvent pas faire ça à notre place. C'est nous qui devons donc prendre les devants. M. Sourouema, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Un rappel, Madame, Monsieur, l'invité ce soir est donc M. Isaka Sourouema, communicateur et socio-anthropologue, le chef traditionnel du village de Dawelge, Naba Boualga. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.